BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, c'est le Club BFM Crypto. Merci d'être avec nous. Chute de beaucoup d'altcoins hier jusqu'à moins 30 voire moins 40% pour certains. Et bien certains petits nouveaux arrivants s'inquiètent. Est-ce la fin du bull run? On va leur répondre tout de suite, notamment avec Lilian Aliaga. Bonjour Lilian. Bonjour Amaury. Cofondateur de Hawk Research. Et puis enfin, qui peut interdire Bitcoin? Personne. Ce sont les mots de Vladimir Poutine il y a quelques jours. On en reparlera bien évidemment avec vous, Louis-Alexandre de Froissart. Bonjour. Bonjour Amaury. Associé fondateur de Montaigne Conseil et Patrimoine. Et puis, bien sûr, on verra pour ceux qui ont la chance d'avoir fait des profits. Si vous voulez les prendre, on ne peut que vous recommander ça. Il y a différentes options qui s'offrent à vous. On verra avec ça avec vous, Louis. Et puis enfin, on va voir que ça y est, certains notaires se mettent au crypto. Vous avez un partenariat intéressant à nous annoncer tout à l'heure. Mais d'abord, Lilian, je propose qu'on commence quand même avec cette chute assez éclair des altcoins tout à l'heure. Personne, pas grand monde en tout cas ne s'y attendait. Alors qu'on rappelle, voilà, quand on remet en perspective, c'est pas non plus une chute qui est immense, mais ça a surpris quand même pas mal de monde d'avoir sur cette tendance haussière un moins 30% pour certains altcoins quand même, sachant que le Bitcoin lui a plutôt bien résisté de son côté. Effectivement, c'est assez bien résumé. On avait eu, après le passage de Bitcoin au-dessus des 100 000 $, une petite chute il y a quelques jours. Bitcoin était retombé autour de 90 000 $. Il n'y avait pas eu trop de mouvement sur les altcoins. Et là, donc hier soir, Bitcoin a un petit peu chuté, 3 ou 4% aux alentours de 21 h. Et ça a entraîné vraiment une cascade de chute du côté des altcoins. Alors certains ont tenu un petit peu mieux que d'autres, mais grosso modo, on est entre 10, 20, 30, 40% de chute pour certaines d'entre elles. Alors ça a été plus ou moins ravalé. Ça pourrait potentiellement continuer à chuter ou à latéraliser un petit peu dans les prochains jours. Mais c'est vrai que je trouvais ça intéressant d'en parler aujourd'hui parce que je pense que depuis 1 mois et demi, 2 mois, il y a pas mal de nouveaux investisseurs sur le marché des cryptos qui n'ont pas forcément connu les précédents cycles et pour qui avoir ce genre de mouvement-là, ça peut un petit peu inquiéter. Mais si on remet en perspective, on a depuis le début du mois de novembre un Bitcoin qui grimpe de 65-70%, enfin, en tout cas qui passe de 70 000 $ à plus de 100 000 $, et on a pour la première fois des altcoins qui surperforment, pour la première fois depuis mars dernier à peu près. Toutes les catégories d'altcoins ont surperformé Bitcoin, et on a des altcoins très capitalisés comme le XRP qui fait 400% sur le mois, Cardano qui en fait 200, Dogecoin qui en fait 250. On a quand même des altcoins qui ont beaucoup performé, et ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on ne monte pas toujours tout droit, on est obligé d'avoir une correction. Et ça, c'est quelque chose qu'on répète souvent en disant c'est normal de faire une petite pause, de corriger un petit peu, de retracer. C'est bénéfique finalement pour la suite du bull run. Mais on n'essaye jamais d'expliquer pourquoi, et ça me semble intéressant d'essayer de le comprendre. En fait, si on regarde au niveau des marchés futurs, puisque c'est un petit peu cet indicateur-là que je trouve assez intéressant, c'est que, pour mettre un peu de contexte, en fait, une hausse soutenue sur un marché, donc sur un actif, ça se fait par le biais du marché spot. Donc c'est-à-dire quand vous achetez du Bitcoin, c'est dans votre portefeuille, vous le détenez, vous pouvez le revendre, ça c'est le marché spot. Une vraie hausse soutenue, ça se passe comme ça se passe pas sur les marchés futurs. Les marchés futurs, c'est des produits synthétiques qui vous permettent de vous exposer sur des actifs, avec notamment des effets de levier, mais tout ça c'est synthétique. Quand vous investissez sur les marchés futurs, vous ne faites pas bouger le cours, entre guillemets. Et donc, quand on a une phase d'euphorie comme celle qu'on a connue depuis 1 mois et demi, vous avez de plus en plus d'investisseurs qui s'exposent sur les marchés futurs, qui veulent prendre des risques parce qu'ils se disent ça y est, on va monter, tout va monter, c'est trop bien, donc je vais mettre un levier x5 et puis je vais investir comme ça. Et ben, on est obligé de temps en temps d'aller les essorer pour pouvoir assainir le marché. Et c'est ce qui s'est passé hier. On a eu 1 milliard de dollars de liquidation en 1 heure, un petit peu plus d'1 milliard, et on a eu en totalité, je crois, quasiment 2 milliards de dollars de liquidation sur la journée. C'est la plus grosse journée depuis le bull run de 2021. Et quand vous dites on est obligé d'aller les essorer, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des grosses capitalisations en crypto qui décident de se dire nous on va vendre à ce moment-là, et ça risque du coup de couper certaines personnes qui sont longues entre guillemets. Enfin, on va pas rentrer essayer d'expliquer les mouvements de marché parce que là ça prendrait du temps. On va parler de liquidité, on va parler de certains acteurs qui veulent essayer de manipuler, entre guillemets, le marché. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas monter avec autant d'euphorie, autant de personnes qui prennent autant de risques. À un moment donné, si vous voulez, pour continuer de manière saine une hausse, vous êtes obligé d'aller sortir toutes ces personnes qui prennent du risque. Et quand on a une baisse de moins 20%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui sont en levier x10, x5 sont liquidés. Ils sortent. Et donc comme ça, on assainit le marché parce qu'après, on peut bouger vers des personnes qui vont réinvestir en marché spot, relancer la hausse.
Et ces liquidations, on le voit, on avait atteint des niveaux qui étaient beaucoup trop importants sur, par exemple, l'open interest, c'est-à-dire la somme de tous les contrats qui sont ouverts sur les marchés futurs. Ça a dégringolé ce matin, ça c'est positif. Les fundings, donc ça c'est ce que vont payer ceux qui sont en position longue à ceux qui sont en position short sur les marchés futurs. Ces fundings, ils avaient atteint des niveaux qui étaient stratosphériques. Ça donnait même plus envie de se positionner sur les marchés futurs, tellement on devait payer. C'est retombé à des niveaux un peu plus intéressants. Ça veut dire que le marché s'est assaini, on va attendre encore quelques jours, et potentiellement à partir de cette base plus solide, on va pouvoir réenclencher une hausse un peu plus saine, quoi. Ça veut dire que trop de contrats sur les marchés futurs, Lilian, ça peut être inquiétant. On peut se dire que derrière, il peut y avoir une correction comme celle qu'on a eue hier. Alors, c'est inquiétant dans un certain sens, c'est-à-dire qu'en fait, il faut le corréler avec le reste du marché. Quand il y a trop d'euphorie, quand ça fait des semaines que vous montez, quand vous êtes sur des cryptos qui ont déjà fait 400% et que vous avez encore un open interest, c'est-à-dire une quantité de personnes qui sont positionnées en longue sur cet actif-là, avec des leviers de plus en plus risqués, avec des liquidations de plus en plus proches du prix, vous pouvez vous imaginer qu'à un moment donné, on va aller chercher à sortir ces personnes-là parce que ça va déclencher des ordres de vente, ça va déclencher des cascades de liquidation, ça va sortir des gens, ça va effrayer des gens et d'autres vont pouvoir se positionner. On ne peut pas monter tout droit, tout simplement, comme ça, indéfiniment, puisque tout le monde serait gagnant. Donc on est obligé, à un moment donné, de liquider un peu. Louis-Alexandre, avant de parler du Bitcoin, vous regardez un peu ce marché des altcoins, ou alors c'est quelque chose que vous regardez un peu loin en disant, bon, moi je reste quand même plutôt Bitcoin, maximaliste, je ne sais pas, mais en tout cas Bitcoin. Dans un portefeuille, les alts, ça va dépendre des saisons. On va être entre 5 et 10, 15% maximum du portefeuille. Ce sont des choses qu'on regarde. C'est-à-dire là, on est sur le moment où on pourrait commencer à pivoter pour certains. Certains clients qui ont sorti des petites plus-values Bitcoin, 4-5%, parce qu'ils sont sur des beaux multiples, ont tenté d'aller sur des alts, mais vraiment très doucement. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur tous les marchés, quand il y a trop de dérivés, on dit que le dérivé fait le sous-jacent. C'est-à-dire quand il y a trop de paris, mais à force, ça arrive à dénaturer le marché. C'est ce qui s'est passé dans la liquidation de 2018. 2018, c'est au Chicago Mercantile Exchange, on peut faire des dérivés sur Bitcoin. À ce moment-là, la chute de 2018, moi je le vois arriver parce que je sais très bien que Goldman Sachs et d'autres vont jouer à la baisse. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on regarde. Pourquoi ? Parce que ça fait des déséquilibres. Soit des équipes parce qu'il y a trop de positions et que ça peut influer sur le sous-jacent, soit parce qu'on pense que ça va avoir un effet, quand c'est un plus petit marché comme celui-là, ça va avoir un effet de rinçage en quelque sorte. Et il faut savoir qu'une hausse doit toujours passer par des respirations pour être solide. Donc si on n'a pas ces respirations de temps en temps, on ne peut pas repartir sur des bases saines. Bon, on a une respiration et là pour finir Lilian, on peut dire que ça y est, la alt season a commencé. Alors, on a eu une augmentation de la dominance du Bitcoin qui était en chute relativement importante quand même en novembre, moins 7% je crois, ce qui était justement l'un des premiers indicateurs à surveiller si on voulait envisager une alt season. Le deuxième étant le cours de l'Ether contre Bitcoin qui aussi a repris un peu de force. Bon, là, évidemment, ce flash crash d'hier soir a fait bondir la dominance de Bitcoin. On reste toujours, je trouve, dans ce qu'on pourrait appeler un début d'inversion de tendance sur cette dominance. Donc pour l'instant, on n'est pas en train d'invalider la théorie du fait que potentiellement dans les prochaines semaines, on va vraiment rentrer dans une vraie alt season. Parce que bon, après, certaines personnes vont vous dire, on est déjà dans l'alt season. Et effectivement, quand on a un XRP ou un Dogecoin qui imprime des centaines de pourcents sur le mois, effectivement, on peut considérer qu'on est dans une alt season. Mais moi, je vous parle de celle qu'on a pu connaître en 2021, où ça y est vraiment, là, la dominance dégringole de Bitcoin et tous les altcoins explosent un petit peu bêtement, sans vraiment réfléchir à quoi que ce soit. Là, on n'y est pas encore totalement à ça. On n'y est pas encore. Maintenant, on se prépare. C'est-à-dire que là, on va pouvoir envisager quelque chose comme une espèce de latéralisation sur Bitcoin, potentiellement aller rechercher des niveaux un petit peu en dessous des 90 000 $. Les altcoins qui vont encore souffrir un petit peu, latéraliser, permettre un peu au marché de respirer un petit peu, pour ensuite envisager une jambe haussière sur les altcoins, pendant que le Bitcoin reprend aussi un peu plus tranquillement sa phase haussière. Donc pour moi, ça n'arrivera pas tout de suite, mais on est en tout cas en train de développer le scénario à peu près idéal pour avoir cette alt season. En tout cas, le Bitcoin, lui, a été à 6 chiffres la semaine dernière, a passé le cap symbolique des 100 000 $. On est même allé jusqu'à 104 000 $, 103 000 ou 104 000 ? Non, c'est cela. Voilà, bon, 104 000 $, on va dire. Donc, ce qui est assez énorme, ce qui est historique. Et dans ce contexte-là, Vladimir Poutine a dit qui peut interdire Bitcoin ? Personne. Louis-Alexandre de Froissart, est-ce qu'on peut revenir un petit peu quand même sur cette déclaration qui est historique aussi ? Bitcoin, к нему запретит никто.
Voilà, c'est la traduction en russe. Voilà, c'est ce qu'a dit Vladimir Poutine, qui pour moi a lancé la 5e vague d'adoption de Bitcoin. Pourquoi je vous parle de 5e vague d'adoption? Parce que la 4e était les institutionnels, nous, on est en plein dedans, on ne va pas y revenir. La 5e, c'est le moment où Bitcoin va devenir une monnaie d'échange, une devise d'échange international, parce que le discours de Poutine, il est calculé. Je vous rappelle que la Russie, c'est le 3e pays en termes de minage, c'est le 3e pays au niveau mondial en termes de valeur échangée en crypto, et c'est le 7e pays mondial en termes d'adoption. Donc c'est un territoire dans lequel longtemps la crypto a été contrainte, et depuis août, Vladimir Poutine fait un certain nombre de lois et de décrets qui sont de plus en plus favorables à Bitcoin et aux cryptos. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il reprend cette question? Parce qu'il intervient sur le dollar et la dédollarisation des économies. Les BRICS n'ont pas réussi à s'entendre sur un système monétaire. Ils essayent de faire un système alternatif à SWIFT, mais c'est très compliqué. Les Chinois aimeraient bien quelque chose sur le yuan, les Indiens sur ça. Et donc ils se rendent compte qu'il faut une monnaie neutre. Rappelez-vous la neutralité de Bitcoin. Et je pense que Poutine lance là un projet qui est de dire, écoutez, si on veut faire des échanges entre nous avec quelque chose de neutre, Bitcoin, c'est parfait. Ce qui veut dire que les États ne vont pas devoir prendre du Bitcoin pour faire un fonds de réserve. Là, ils vont devoir en avoir pour des échanges internationaux. Les grandes entreprises vont en avoir besoin pour les échanges internationaux. On pourrait avoir une devise de paiement international. Et là, on est sur la 5e vague d'adoption, celle qui nous mène à 1 million à peu près. Et alors, ça c'est intéressant, Louis-Alexandre, Lilian, parce qu'effectivement, on parlait de réserves stratégiques pour les pays, ce qui est déjà assez énorme, ce qui pourrait arriver plus vite que prévu dans les mois qui viennent, notamment avec les États-Unis. Et là, Louis-Alexandre, on ne parle plus de réserves de valeur. On va au-delà, on parle de moyens d'échange, donc de monnaie finalement. Oui, on parle d'une devise. Une devise qui en elle-même porte la neutralité en elle. C'est ça qui est très beau, c'est ce que disait Andreas Antonopoulos, ce qui porte cette neutralité et donc ce qui en fait quelque chose d'unique. En fait, on a dans notre monde multipolarisé, qui est multiconnecté, besoin de quelque chose qui remplace l'or. Et bien là, c'est pareil. Bitcoin a tout à fait cette capacité de remplacer l'or. Et en tout cas, je pense que c'est l'intuition que j'ai par rapport à ce discours de Poutine. En tout cas, c'est Jérôme Powell qui, il y a quelques jours aussi, et c'est ce qui a certainement aidé le Bitcoin à passer le cap des 100 000, a dit que Bitcoin était en tout cas comparable à l'or. Voilà, donc c'est quand même une déclaration assez forte quand même du président de la première banque centrale. Il est régulé comme une matière première aux États-Unis. C'est la CFTC, non la SEC, qui régule le Bitcoin, donc comme une matière première. Effectivement, mais dans la bouche de Jérôme Powell. Powell, merci. Effectivement, ça résonne quand même et ça a fait du bruit, quoi. Peut-être qu'il a été inspiré par François Villeroy de Gallo. On ne sait pas. Louis-Alexandre, en tout cas, il y a eu quand même je le disais, un Bitcoin à 6 chiffres qui a beaucoup augmenté. On l'a dit aussi avec Lilian, malgré la baisse des altcoins, il y a certains qui ont fait des records. Certaines personnes pourraient être tentées, et ils ont bien raison, de prendre des profits. Quels sont vos conseils en tant que, tout simplement, conseiller acteur de la gestion de patrimoine? Pour prendre ces profits, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. 2 options en cette fin d'année pour prendre ces profits. La première, c'est de faire un swap. C'est-à-dire, je vais prendre Bitcoin, par exemple, ou mon Ethereum ou autre chose, et je vais faire un échange avec une autre cryptoactif. C'est en France neutre en termes de fiscalité. Je vous donne une petite astuce dans ce cas de figure. Mettez une petite partie sur les nouveaux stable tokens, ceux qui sont régis par MiCA, parce qu'ils ont une caractéristique, ce sont des futures monnaies électroniques de paiement, donc c'est les fameux EMT. Et il se pourrait que par un petit dysfonctionnement du BOFIP ou des impôts, eh bien finalement, il n'y ait pas de plus-value là-dessus. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail. Alors comment c'est possible ça? C'est intéressant là. En fait là, si on laisse j'ai pas compris. Si aujourd'hui, si je vais sur un stablecoin par exemple de Tether, bon là il n'y a pas de sujet. J'ai fait mon swap de Bitcoin vers Tether, il n'y a pas de sujet. Je suis à l'abri et je suis en dollars. Par contre, si je vais sur le RCV, par exemple le stable token qui est MiCA compliant de la Société Générale, il a une caractéristique, c'est que c'est une future monnaie de paiement électronique selon MiCA. Aujourd'hui, les impôts ne nous ont pas dit qu'il avait un statut différent des autres stablecoins au niveau fiscal. Aujourd'hui. Mais il se pourrait que demain, quand la loi va enfin être promulguée par rapport à ces fameuses EMT, eh bien, ça devienne une monnaie de paiement électronique et donc pas un actif numérique. Et à ce moment-là, on pourra l'utiliser sans avoir finalement jamais payé la plus-value. Ça se pourrait réellement, ça se pourrait. C'est une possibilité. C'est toujours pareil, il faut être un peu opportuniste. On va pas tout mettre dessus.
pas all-in là-dessus, mais on peut se dire, tiens, c'est quelque chose qu'il faut peut-être tenter. Et Louis et Lilian, question que je vous pose à tous les deux, si on prend des profits et qu'on veut les garder en stablecoin, oui. Est-ce que vous conseillez de mettre sur différents stablecoins pour diluer le risque? Parce qu'on a eu des mauvais souvenirs oui. il y a quelques années. Quels conseils on pourrait donner là-dessus, Lilian ou Louis? Je ne sais pas qui veut réagir là-dessus. Lilian? Je pense qu'on peut répondre tous les deux. À mon avis, on a la même réponse, c'est-à-dire que effectivement, on a la chance d'avoir plusieurs stablecoins sur le marché. Si vous avez envie de prendre des profits et de les conserver en stablecoin, vous avez le choix et vous pouvez le faire sur plusieurs stablecoins en simultané parce que même si des USDC, USDT sont des très gros stablecoins, très capitalisés avec des grosses entreprises derrière et une certaine sécurité, on n'est pas à l'abri pour X ou Y raison d'un DPEG, donc c'est-à-dire une décorrélation temporaire du cours avec celui du dollar, ou parfois, si vous êtes sur certains autres stablecoins, tout simplement un crash comme l'UST, on ne le souhaite pas, et j'ai pas l'impression, on ne voit pas vraiment d'indicateur que ça pourrait arriver là avec un quelconque stablecoin. Mais voilà, si on a la possibilité de se diversifier, pourquoi pas le faire? Ça ne coûte rien et puis ça mitige les risques. Même plusieurs stables, plusieurs chaînes et aussi plusieurs sous-jacents, du dollar, de l'euro, peut-être d'autres monnaies et de l'or. Bon, et effectivement, pour tout simplement avoir de l'argent à mettre sur les stablecoins, il faut prendre des profits. Il y a aussi une autre manière de prendre Allez-y, ouais. Voilà, l'autre manière aujourd'hui de prendre des profits, c'est de faire des donations pour purger la plus-value. En fait, je vous rappelle simplement un principe, c'est que si vous étiez mon fils, par exemple, et que je vous donne un bitcoin que j'ai acheté 10 000 euros, enfin 10 000 dollars et qu'il vaut 100 000 dollars, et si je vous le donne, il va rentrer dans votre patrimoine, Amaury, à 100 000. Donc quand vous allez le vendre... Vous pouvez m'adopter ou pas? J'ai déjà beaucoup d'enfants, Amaury. Et donc à ce moment-là, il va rentrer dans votre patrimoine à 100 000 et si vous le vendez à 105 000, vous ne paierez que la plus-value de 100 à 5 000. Donc aujourd'hui, on sait que cette purge de plus-value est possible dans la loi de finances 2024, qui n'est pas remise en cause par la loi 2025. Donc... Mesdames, messieurs, profitez-en si vous voulez faire des donations. On peut faire des donations aux enfants, on peut faire des donations aux parents, on peut faire des donations aux conjoints, on peut faire des dons manuels et on a même quelquefois des astuces quand on fait un changement de régime matrimonial. Mais là, vous ne pourrez pas le faire avant la fin de l'année, c'est trop court. En tout cas, pensez à la donation et à la donation avant la fin de l'année. Allez voir votre notaire, notamment un notaire qui maîtrise la donation de crypto-actifs. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, on saura vous les indiquer en tout cas, parce que c'est un vrai sujet. Il faut intégrer, bien sûr, le droit et donc les notaires dans la gestion de patrimoine et dans la gestion des cryptos. Et effectivement, les notaires, on va en parler dans quelques instants, mais j'avais une question quand même à tous les deux. Vous m'y avez fait penser, Louis, en parlant du Bitcoin à $1 million. C'est l'instant boule de cristal. Attention, ceci n'est pas un conseil d'investissement, ce n'est que des prévisions. Vous, en tant qu'acteur de la gestion de patrimoine, on a eu Éric Larchevêque sur ce plateau la semaine dernière qui nous a dit la question, c'est pas si le Bitcoin sera $1 million, mais quand il sera $1 million. Et lui parlait même de un Bitcoin potentiellement, attention, ceci n'est pas un conseil en investissement, j'insiste bien, un Bitcoin peut-être à $250 000 avant le mois de mai 2025. Donc le mois de mai 2025, c'est quand même relativement demain. Il y a un chiffre, un chiffre qu'on peut reprendre qui pourrait soutenir cette hypothèse. Si on met 2% de Bitcoin dans l'ensemble de l'épargne mondiale, ça met Bitcoin à $190 000. Voilà, on sait qu'on a un total de l'épargne mondiale. J'ai fait le calcul ce matin avant de venir pour être sûr de ce que j'annonce. Et donc ça veut dire que si tous les épargnants au niveau mondial avaient 2% de Bitcoin dans leur portefeuille, on serait à $190 000. Ça, c'est que les épargnants. Ça veut dire que c'est pas les entreprises, c'est pas les États, c'est pas ça. Donc ça veut dire que ça viendrait en plus. Si tous les millionnaires dans le monde voulaient du Bitcoin, il y a 60 millions de millionnaires. Ils peuvent pas avoir un Bitcoin eux-mêmes. Donc je pense qu'à un moment donné, on a un sujet sur l'offre et la demande. Donc je suis d'accord avec Éric Larchevêque que ce n'est pas... je pense que vraiment on va arriver à $1 million. Quand? Je ne sais pas. L'hypothèse qu'on retombe à zéro, celle de Patrick Artus dans Les Échos, elle n'est pas totalement exclue. Pour moi, elle est minime. Mais en tout cas, je vois quand même une adoption qui est de plus en plus forte, de plus en plus solide, une industrie de plus en plus solide, donc ça va pousser à des prix plus élevés. Lilian, quelque chose à ajouter là-dessus? Ouais. Je suis pas très bon pour les prédictions. Je suis pas partisan de donner des prédictions chiffrées parce que depuis des années, je pense qu'on aurait tous pu faire. Je vous demande pas une prédiction en particulier là.
hein, mon Dieu. Non, mais parce que voilà, je veux dire, j'ai vu passer des centaines de prédictions depuis que je suis ce marché. Il y en a certainement certains qui ont eu forcément raison. À force de tout annoncer, on tombe forcément sur les bons chiffres. Après, Éric Larchevêque, je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. Il prend pas souvent la parole, et quand il prend la parole, c'est intéressant de l'écouter. Donc sur les $1 million, moi je le rejoins sur le fait qu'un jour ou l'autre, ça arrivera. Ne serait-ce que si Bitcoin atteint la capitalisation de l'or, on est quasiment au $1 million. Donc je vois pas en quoi Bitcoin ne pourrait pas, dans les années à venir, atteindre la capitalisation de l'or, au vu du contexte de marché, au vu des annonces qu'on a eues récemment. Par rapport aux $250 000 ou à quelconque objectif là sur ce cycle, moi j'ai un petit peu de mal à imaginer qu'on aille beaucoup plus haut, même si en réalité, quand on regarde un peu les annonces, toutes ces entreprises qui veulent accumuler du Bitcoin dans leur trésorerie, quand on regarde les institutionnels par le biais des ETF Bitcoin Spot, les entrées sont massives. Quand on regarde le fait que potentiellement, ça y est, on arrive au stade où les États vont se battre pour avoir du Bitcoin en trésorerie ou pour l'utiliser dans leur commerce internationaux. En fait, je pense qu'on ne peut tout simplement pas imaginer jusqu'où on peut aller, mais c'est vrai que 250 000, ça me paraît en fait si loin que j'ai du mal à y croire. Bon, en tout cas, avec toutes ces prévisions-là, vous avez donné envie à Christophe en régie d'acheter du Bitcoin. Lui qui pensait avoir raté le train, il se dit finalement, c'est peut-être pas trop tard. Louis-Alexandre, on finit avec le partenariat Quai des notaires, Montaigne Conseil Patrimoine. Que se passe-t-il? Ça y est, les notaires se mettent à la crypto. Eh bien, c'est un constat qu'on a partagé avec Patrick McNamara. Lui voyait que Quai des notaires, c'est une entreprise qui aide les notaires dans leur quotidien par la possibilité d'aller plus vite dans leurs actes en automatisant un certain nombre de tâches et d'aller faire des signatures à distance, des signatures certifiées à distance. Ça a été l'un des premiers d'ailleurs à pouvoir le faire pendant le Covid ou le confinement. Ils ont envie d'avancer sur la partie crypto. Et ils nous ont identifiés comme des gens qui pouvaient conseiller les clients et les notaires sur ce sujet. Donc l'idée, c'est qu'avec Quai des notaires, qui a un portail sur lequel les notaires ont l'habitude d'aller, Quai des notaires adresse à peu près un quart du marché, à peu près globalement un peu plus de 3000 notaires, eh bien, il va y avoir une offre de service qui va être opérée par Montaigne Conseil. Cette offre de service va permettre de pouvoir faire tout ce qu'il faut faire avant son décès ou tout ce qu'on doit faire après son décès. Donc avant, ça peut être un diagnostic, ça peut être une donation, ça peut être un testament. Là encore, il y aura beaucoup d'innovation. Un mandat à effet posthume. Voilà, toutes les stratégies de sécurisation avant décès. Puis pour le notaire, s'il se retrouve dans une succession avec des cryptos, de savoir de quoi il s'agit, combien ça vaut, est-ce que c'est sur des plateformes, est-ce que c'est sur des clés, comment on fait pour les récupérer, comment on les fait pour les partager, comment parfois on va les retrouver, parce que quelquefois c'est un vrai jeu de piste pour les retrouver. Et donc il s'appuie sur l'ensemble des compétences de Montaigne Conseil et Patrimoine pour pouvoir aider les notaires dans toute cette gestion patrimoniale de la crypto, ou en tout cas de cette gestion avant ou après décès. Et manifestement, on a commencé déjà à travailler avec les notaires. Ils ont besoin de nous et nous, on a, dans tous les cas, besoin d'eux. Félicitations, la démocratisation est en marche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Louis-Alexandre de Froissart, associé fondateur de Montaigne Conseil et Patrimoine, Lilian Aliaga, fondateur de Hawk Research. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.